Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Côté Sport. Aujourd'hui, on va parler d'une innovation technologique dans le milieu du football, surnommée Sportback. Cet outil permet de calculer les statistiques lors d'un match de foot à 5. Alors si vous prenez pour Neymar, vous allez enfin connaître la vérité sur votre talent. On a testé pour vous et Côté Sport, ça commence maintenant. Nous sommes ici au complexe sportif de Bout-de-Belair avec Gabriel Cohen pour parler de la technologie Sportback. Alors qu'est-ce que c'est? Présentez-nous un petit peu, ça calcule des statistiques pour des matchs de foot à 5. Alors qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut calculer? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est vulgariser les stats du professionnel pour l'amateur. Donc c'est ça le principe. Et qu'est-ce qu'on a comme statistiques? Toutes les stats du pro du coup. Donc les stats physiques évidemment, distance parcourue, vitesse de pointe, temps, intensité aussi. Et surtout les stats techniques. Donc pour le ballon, c'est ballon récupéré, ballon perdu, passe réussie, raté, tir, duel, possession de balle. Tout ce qu'on a quand on regarde Canal+, en fait, tout simplement. Comment ça marche? Avec quoi on calcule toutes ces statistiques qu'on peut retrouver sur cette machine juste ici? D'accord, alors ça marche avec un triptyque en fait. Donc on utilise une chevillère footback qu'on récupère en début de match. On joue avec un ballon footback également. Nous, pendant le match, on récolte toutes les informations dont on a besoin. Donc la présence du ballon proche du joueur et puis également tous les mouvements du joueur. Et en fin de match, on récolte tout ce qui se passe chez tous les joueurs et on affiche ça sur un grand pupitre tactile. Grâce à nos algorithmes, on affiche donc toutes les statistiques du pro. Donc là, on peut voir un match où il y a eu 9 à 10. Quelles statistiques on peut voir, par exemple, ici sur ce match? Présente-nous un petit peu ce qu'on peut avoir. Alors là, c'est un match effectivement donc, 9 à 10 qui a été joué au mois de décembre dernier. On a le premier screen qui présente en fait le résultat du match, donc avec le score, l'élection du meilleur joueur. On s'est mis en veille. L'élection du meilleur joueur, excusez-moi, c'est con. Pas de souci. Donc, on a aussi le meilleur attaquant, le meilleur milieu de terrain, le meilleur défenseur et la personne qui a été le plus physique dans le match. Et on a évidemment le classement, donc le ranking des 10 joueurs. Et dans un second screen, on peut aller sélectionner n'importe quel joueur et aller voir ses statistiques propres à lui. Donc, par exemple, on va prendre Karim. Et donc là, Karim a eu un niveau professionnel, il a eu une note de 77 sur 100 et on voit donc toutes les stats que j'ai énumérées tout à l'heure. Donc les duels gagnés, le nombre de dribbles, les buts, les tirs, passes réussies ratées, nombre de ballons récupérés, nombre de ballons perdus. On y a ajouté quelques petites choses intéressantes, donc on a ajouté le complice et la bête noire. Donc le complice, c'est le joueur avec qui Karim a le plus joué pendant le match dans son équipe, avec qui il a eu la plus grosse complicité en fait. Et la bête noire, c'est la personne de l'équipe adverse qui l'a embêté le plus pendant le match. Voilà. Un dernier. Ça ressemble vraiment à l'indice de performance de Canal+, qu'on peut voir à chaque match avec une note sur 100 et les différentes stats détaillées, voilà, ballon récupéré, les passes réussies, l'action de jeu. Donc on a vraiment beaucoup de stats et voilà ce petit complice bête noire aussi supplémentaire qui est plutôt pas mal. Comment ça a été appréhendé par les joueurs, par les gérants de ces Five? Ils sont contents de cette application, il manquait ça aux Five, voilà, pour montrer que je suis meilleur que mon copain, j'ai fait mieux. Ok, j'ai peut-être marqué moins de buts, mais j'ai quand même un meilleur taux de passe, j'ai quand même un meilleur taux de ballon récupéré. C'est ça aussi qui manquait au Sport 5. C'est ça, exactement. Alors là, nous, sur le principe, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, hein, c'est ressortir les stats collectives et montrer l'influence d'un joueur réel au-delà du nombre de buts marqués ou du nombre d'actions offensives, comme on le voit dans le monde professionnel. Et donc, on est allé faire deux choses. On est allé voir les joueurs d'abord. On leur a demandé ce qu'ils voulaient comme statistique et ce qui leur plaisait réellement. Donc, c'est ce qu'on a mis. Et puis, on est allé voir les gérants qui sont nos clients. On leur a demandé s'il y avait un réel intérêt d'installer ça chez eux. Qu'est-ce que ça allait leur apporter? Et en fait, au fur et à mesure des discussions avec eux, on s'est rendu compte que c'était vraiment un service supplémentaire pour eux. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché qui est assez concurrentiel maintenant, le football en salle en France. Et donc, il y a beaucoup de proximité entre les complexes. Beaucoup de complexes qui sont en train de pousser à droite à gauche. Voilà, ils essayent de se différencier un petit peu en mettant des services supplémentaires. Mais là, avec ça… c'est vraiment le gros plus. Exactement. Donc Gabriel, toi, tu es un des cofondateurs du coup, de Sportback. Comment est venue cette idée pour avoir ce calcul de statistiques? Donc tu es à la base ingénieur, ouais, c'est ça. Ce qui permet d'ailleurs d'avoir tous ces algorithmes derrière. Comment est venue cette idée? Comment elle est née?
Alors c'est très simple, c'était en jouant au foot, tout simplement. Donc c'est au fur et à mesure des années en fait, où moi je me suis rendu compte qu'en allant au foot en salle, en allant jouer le dimanche, on avait toujours cette frustration de ne pas pouvoir se comparer les uns aux autres et de ne pas savoir réellement quelle était notre influence dans le jeu ou dans le match. Donc on a voulu créer cet outil-là, j'ai voulu créer cet outil-là et je me suis après entouré des meilleurs pour réussir à faire tout ça. Et c'est vrai que c'est bien parce que beaucoup, quand ils sont en train de jouer, on peut perdre le match, mais on peut aussi être le meilleur joueur de son équipe. Il y en a aussi peut-être qui se croient bons, mais après, quand ils voient les statistiques, il y a des petites surprises. C'est ça. Dernière question, par rapport aux joueurs aujourd'hui, vous vous êtes implanté ici à Marseille, mais est-ce qu'il y a d'autres implantations qui sont prévues en France, en Europe, à l'international? On parlera tout à l'heure aussi avec ton cofondateur aussi également, Benjamin, du CES de Las Vegas. Ouais. Donc pour le moment, où vous êtes implanté, où on peut vous trouver si on a envie de voir notre match avec des statistiques, où on doit aller? Alors, si on a envie de jouer, c'est à Bouc-Béliard, donc au complexe où on est ici, donc Mon Club Football. On va installer un deuxième système donc à Mon Club 2.0 à la Valentine et on est en train de faire donc un tas de précommandes sur tout le Grand Sud-Est. Donc à horizon 6 mois, on aura installé beaucoup de complexes dans le Grand Sud-Est. Évidemment, on attaque également la région parisienne, la région Rhône-Alpes. Et puis si on part de l'international, on va dupliquer en parallèle la commercialisation sur les États-Unis. Donc ça, on y tient particulièrement et c'est justement par rapport au retour au CES qu'on a vu qu'il y avait un réel intérêt du côté US aussi. Tu parles de la commercialisation, mais en amont, il y a eu beaucoup de travail, j'imagine. Il y a eu l'étude de marché, la recherche et développement. Tout ça, ça a pris beaucoup de temps et du financement et beaucoup d'argent, c'est ça? Exactement. Combien de temps ça a pris? Alors ça a pris 2 ans en fait. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Donc la boîte est créée depuis 2 ans. Ça a pris 6 ingénieurs à plein temps qui ont travaillé dessus. Et effectivement, il y a toute la partie market, mais la partie R&D technique, elle est énorme. On a dû travailler avec les laboratoires de la région. C'est bien beau, mais après derrière, il y a eu un gros développement technique derrière. Beaucoup de choses et ça a été long. Ça a été très long. On a enfin réussi à avoir ce qu'on voulait et on a encore plein d'idées, donc encore beaucoup de développement technique à mettre en place. Et c'est ce qu'on va faire cette année aussi. Pas de souci, on va en parler avec Benjamin. Merci beaucoup Gabriel. Merci. On se retrouvera sur le terrain parce que je vais m'essayer à cet outil. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Et nous, on se retrouve juste après les résultats du week-end. L'OM s'accroche au wagon, victoire 1-0 contre Bordeaux grâce à Florian Thauvin. Les Marseillais consolident leur 3e place et prennent 6 points d'avance sur Lyon. Oui, c'est la meilleure saison de ma carrière au niveau des statistiques. Après, ce soir, je me suis senti fatigué, ça commence à être un peu dur et il va falloir que j'arrive à bien gérer cette fin de saison. Je donnerai le maximum pour essayer de faire au mieux possible et d'aider un maximum l'équipe, mais voilà, ce ne sera pas simple jusqu'à la fin de saison parce que je commence à être fatigué. C'est toujours important de savoir qu'on a des vies, comme dans Mario, mais je pense que le plus important, c'est justement de rester concentré, de ne pas s'embourgeoiser. Essayer de prendre le maximum de points, même si on est un petit peu en avance pour le moment. En national, Consola chute à domicile contre Lyon-Duchère, 1-0. Les Phocéens sont 6e du classement. Enfin, en futsal, Toulon s'est imposé 3-2 contre Roubaix. Les Toulonnais se sont baladés à Mayol pour la reprise du top 14. Victoire bonifiée 43-5 contre le Stade français, grâce notamment à un triplé de Chris Ashton. No, not really. I always hope every game to score. It's what I think is my job to do as part of being a winger. Nalanga is a great player, the top 14. You never know. I've had patches where you don't score for a long time, so let's hope that doesn't happen. C'est du Chris dans le texte, voilà, il est toujours à l'affût, il est au bon endroit, il est au bon moment, il a toujours la bonne course, voilà, ce qu'on disait, c'est pas le joueur le plus puissant, c'est pas les plus gros appuis, mais par contre il sent la ligne, voilà, il est toujours là au bon endroit, au bon moment, il sent le bon coup et c'est vraiment un joueur incroyable et voilà, aujourd'hui il met 3 essais et voilà, il y en a certains qui étaient, on va dire, très faciles, certains où il fallait se déplacer, il fallait bouger, il fallait proposer, donc voilà, c'est une belle performance pour lui et puis avoir des joueurs comme ça qui marquent beaucoup sur la fin de saison, il y a aussi Semi qui est en grande forme, ça peut être que positif parce que sur les matchs serrés, on aura besoin de ces serial marqueurs et j'espère qu'ils vont nous apporter toute leur expérience et toute leur faculté à marquer dans les grands matchs. En Fédéral 1, l'US Seinoise inscrit un essai dès la 9e minute contre Nîmes. Grâce à une défense héroïque, ils résisteront aux multiples offensives nîmoises avant de craquer dans les tout derniers instants. Victoire tout de même 16-8, les Varois pointent à la 5e place et gardent tout espoir de qualification. Quant au RCHCC, il rentre de Dijon avec le point du match nul. Les deux équipes n'ont pas pu se départager, 23 partout.
En handball, Saint-Raphaël s'est défait de Cesson-Rennes 25-24. Aix-en-Provence s'impose également 28-25 contre Tremblay. Chez les filles, Toulon-Saint-Cyr n'a pas résisté face au leader messin. Défaite avec un score qui affiche 21-28. Et on continue cette émission côté sport avec Benjamin Simoni, l'autre cofondateur de Sportback. Alors vous avez présenté votre technologie au CES de Las Vegas, c'est un peu le salon d'innovation et des startups. Comment ça s'est passé? C'était une expérience vraiment très enrichissante, autant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Nous, c'était notre premier CES, donc le CES c'est le plus gros salon de l'électronique et de la high-tech mondiale. Donc ça regroupe vraiment énormément de pays du monde, aussi bien des grandes entreprises que des startups. On a fait énormément de rencontres professionnelles, que ce soit des Américains, des Mexicains, des Indiens, des Chinois, des Européens. On a pris énormément de contacts, aussi bien sur le plan financier, donc des futurs investisseurs probables, des partenaires commerciaux, des partenaires qui peuvent être des fournisseurs, mais également des organismes comme par exemple la Fédération française de football, qu'on avait déjà vu il y a quelques mois, qui nous a revus, qui est revenu pour redemander si on peut faire une démo à Clairefontaine de notre technologie, puisqu'on est extrêmement innovant, on est précurseur sur ce marché-là. Précurseur sur cette idée, et d'ailleurs les Américains, quel regard ils portent sur cette idée, qui sont quand même qui sont fous de statistiques, comment ils ont appris cette nouvelle, cette innovation, pour eux c'est fantastique j'imagine. Oui exactement, il faut savoir que l'appétence pour les statistiques aux États-Unis est extraordinaire. La pratique du sport a autant d'importance que l'analyse a posteriori du match. Donc les statistiques, c'est vraiment quelque chose de prédominant et d'extrêmement important pour eux. Toutes les personnes américaines qui sont passées au salon ont été d'abord au départ un petit peu étonnées de ce qu'on faisait, parce qu'ils n'ont jamais vu de technologie sur les sports collectifs. Il y a beaucoup de choses faites sur les sports individuels, mais rien sur les sports collectifs. Il faut savoir que le soccer aux États-Unis, c'est en énorme propension. C'est en train de devenir un sport très important. Il y a 26 millions de personnes qui pratiquent le soccer aux États-Unis, autant de femmes que d'hommes, donc c'est vraiment un sport qui est en fait. Là, vous touchez un grand public par rapport en France, où forcément on est beaucoup moins à jouer au foot, même si c'est l'un des sports les plus populaires. Aux États-Unis, il y a vraiment un grand marché à aller chercher. Exactement, aux États-Unis, mais également en Chine, en Inde. Il faut savoir qu'il y a à peu près 26 millions de joueurs de soccer en Chine, 25,5 millions en Inde, un peu moins de 25 millions aux États-Unis. Et en effet, il y a cette appétence pour les statistiques. C'est-à-dire que les personnes américaines qui sont venues nous voir directement étaient ultra intéressées à tester la solution, savoir si on s'était déjà installé aux États-Unis. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais on est en train de développer un partenariat avec une personne qui a créé un soccer à Brooklyn sur un rooftop. Donc, cette personne-là avait auparavant créé un réseau de foot en salle en France qui a été revendu pour former le plus gros réseau de football en salle français. Elle est partie aux États-Unis, elle a créé une nouvelle franchise qui s'appelle Soccer Roof, avec des personnalités du football comme Lisa Razou, Gérard Rouillet, Martial. Donc c'est une personne qui, dès qu'elle a vu la technologie, a tout de suite trouvé ça extrêmement intéressant et assez disruptif par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le football en salle. Il n'y a aucun objet qui permet d'acquérir des statistiques de jeu, notamment des stats techniques. À savoir. C'est vrai qu'aux États-Unis, on peut le voir en NBA avec le basket, en NFL, le football américain, ils sont très fadas de statistiques. Et même aujourd'hui en France ou en Europe, on voit que les journalistes ou les consultants, dès qu'on a fini un match, on ne regarde pas forcément le contenu, on regarde de suite les statistiques. Ouais. Les statistiques sont devenues très importantes, même plus que le résultat. On est toujours à décrypter, à voir chaque petit point, la possession, le nombre de ballons perdus. Et grâce à cette technologie aujourd'hui, vous allez pouvoir calculer tout ça, c'est ça? Exactement. Alors c'est vrai que maintenant, on se rend compte alors, il y a un lien important qui est fait entre les stats et le sport. Alors, avant, c'était le sport et on analyse les stats, mais maintenant, il y a les stats et comment on fait du sport grâce aux stats. Donc, on est en train un petit peu de retourner le fonctionnement du sport vis-à-vis des statistiques. C'est devenu extrêmement important pour analyser ces joueurs, mais également pour repérer des joueurs. Et c'est un sujet avec la FFF notamment, donc la Fédération française de football, parce que nous avons donc une énorme base de données. Chaque joueur qui joue a ses statistiques qui sont stockées. Donc, on peut voir l'évolution de performance des joueurs, combien de fois ils pratiquent du foot par semaine, ou par mois. Et grâce à cet outil-là, les fédérations peuvent directement voir quels joueurs intéressants ils peuvent aller recruter ou en tout cas étudier en termes de jeu. Ils n'ont plus besoin d'envoyer des entraîneurs ou des recruteurs à travers des pays. Ils peuvent directement identifier les joueurs cibles grâce au classement Footback. Pour le moment, vous êtes installé aujourd'hui comme ici à Bouc-Bel-Air ou dans la région assez sud-est. Quels sont vos objectifs sur les années à venir? Est-ce que vous avez l'ambition d'aller sur le foot à 11 ou peut-être d'autres disciplines? Je ne sais pas, quelles sont les principales perspectives que vous vous donnez sur les années à venir? Alors à vrai dire, au départ, on s'était concentré sur la France sur la première année. Mais il se trouve que cette rencontre que nous avons faite avec la personne qui a ouvert ce complexe de foot en salle à Brooklyn nous a directement poussé à développer à l'international
aux États-Unis directement la première année. Donc nous sommes sur une commercialisation en France, pas que région sud-est, Voilà, France on commence à avoir oui, un gros quart oui, de France sûr, déjà. Évidemment. Et ensuite, dans le même temps, quasiment, un développement US avec l'appli commercial pour le développement de la personne qui a créé ce foot en salle aux États-Unis. Ensuite, en effet, on va passer directement sur du football à 11, puis directement sur du basket. Le basket, c'est énormément, ça se développe énormément également en salle. Donc, quand je dis en salle, c'est avec un panier et 2 équipes de 3 joueurs qui jouent des matchs l'une contre l'autre. Surtout qu'on commence aussi à avoir de indoor aussi, basket, qui commence à se développer comme le foot. C'est ça. Et là aussi, il y a du coup un marché à aller chercher. Et en plus, si vous allez aux États-Unis, je pense que le basket aux États-Unis, c'est sûrement l'un des sports les plus populaires avec le football américain. Donc il y a sûrement de quoi faire. Et si on revient au foot, aux États-Unis, il y a aussi le marché universitaire. C'est ça qui est très important. Et là aussi, vous avez des touches, pourquoi pas, sur les années à venir pour installer cette technologie. Tout à fait. Alors c'est un marché qu'on avait totalement ignoré. On ne connaissait pas vraiment, disons, le volume de ce marché-là et les attentes de ce marché. Mais en effet, en s'intéressant au marché américain, on s'est rapidement rendu compte que le marché du soccer universitaire est un marché colossal. Si je prends par exemple la première ligue de soccer américaine, donc le soccer universitaire, c'est 250 clubs, avec des clubs qui ont pour budget minimum 2 à 3 millions d'euros annuels. Donc c'est des budgets énormissimes comparables à des budgets de très bons clubs, enfin de gros budgets de CFA en France. Donc en valeur, c'est extrêmement important, et en nombre, c'est également très important pour nous. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'appétence pour les statistiques aux États-Unis est quelque chose d'extraordinaire. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup sur les années à venir? Quel est votre rêve ultime là sur les années à venir pour cette technologie Sportback? Notre rêve ultime, c'est de devenir les pionniers de cette nouvelle technologie des statistiques dans les sports collectifs et d'arriver à rendre les joueurs dépendants des statistiques et de Footback, puis également des autres produits que Sportback développera dans le futur. Merci beaucoup Benjamin. Du coup, on va passer aux choses sérieuses. Je vais enfiler les tennis et on va aller tester cette technologie et on verra les stats que j'aurai à la fin du match. On va voir ce que ça donne. Exactement. Merci beaucoup. Bon match. Et nous, on se retrouve juste après l'agenda du week-end prochain. 2 rencontres cruciales pour l'OM cette semaine. Les Marseillais se déplacent à Braga ce jeudi pour tenter de se qualifier en 8e de finale de Ligue Europa. Dimanche, ils iront défier le PSG au Parc des Princes. En national, Consola se déplace à Avranches et en futsal, Toulon ira dans la salle de Béthune. Le RCT se déplace à La Rochelle ce dimanche pour tenter de faire un résultat, un match important dans la course à la qualification. En handball, Aix se déplace à Cesson-Rennes et Saint-Raphaël se rend à Nîmes. Enfin, chez les filles, Toulon-Saint-Cyr tentera de créer la surprise dans la salle de Brest. Nouvelle recrue pour le Toulon Elite Futsal, le gallois Rico Zulkarnain, alias ZB9, s'est engagé avec le club toulonnais jusqu'à la fin de la saison. Un renfort de taille pour rêver du titre de champion de France. Oui, exactement. Cette année, on joue en tout cas, on met toutes les chances de notre côté pour être champion de France. Et la venue de Rico, je pense, va beaucoup nous aider. Et sur le développement du club et la discipline, c'est toujours bien de ramener un joueur. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme David Beckham au PSG à l'époque où il était venu pour ensuite développer le club du PSG, de ramener d'autres joueurs, de grands joueurs qui sont venus par la suite. Rico Zulkarnain arrive tout droit du championnat malaisien. C'est un joueur de renommée mondiale. Il a participé au célèbre tournoi de futsal en Inde dans l'équipe de notre gallois, Paul Scholes. Aujourd'hui, il fait ses premiers pas en France et a hâte de découvrir le championnat. Je pense que le championnat français a un niveau élevé. Avec mon style de jeu et mes expériences dans les différents pays asiatiques, je pense pouvoir apporter quelque chose de plus à l'équipe. Le futsal se développe de plus en plus dans l'Hexagone. Avec ce joueur de classe mondiale, c'est l'occasion de mettre cette discipline sous les projecteurs. Bon, je pense que d'abord c'est un joueur très connu dans le monde du futsal et ça va nous apporter aussi de visibilité. Et en plus, je pense que c'est un joueur qui va nous apporter un petit peu plus de spécificité par rapport au 3-1 pour jouer avec un pivot en attaque parce qu'il est costaud et il est vraiment capable de garder la balle au dos à la cage adverse. Et ça va nous permettre d'apporter d'autres solutions en attaque. Tout juste arrivé, Rico fera ses premiers pas dans le championnat français ce samedi à 17h au Palais des Sports de Toulon.
Top départ pour la saison du circuit Paul Ricard, un lancement en grande pompe. Auto, moto, camion mais également vélo étaient sur la grille de départ ce lundi. Autant de véhicules et disciplines que les spectateurs découvriront en 2018 sur la piste. Un programme riche et électrique avec en point d'orgue bien sûr le retour du Grand Prix de France de Formule 1 du 21 au 24 juin prochain. Oui, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour les 20 autres séries, enfin en tout cas qui courront pendant la saison. Mais c'est vrai que le retour du Grand Prix de France au circuit Paul Ricard en 2018, c'est quand même tout à fait historique. Ça faisait 10 ans qu'on attendait. Donc effectivement, ça va être un très grand moment. De la Formule 1, mais pas que. Comme chaque année, le circuit Paul Ricard accueillera le traditionnel Bol d'Or ou encore l'Historic Tour. Ce sont au total 21 grandes dates qu'il faudra cocher sur la feuille de route de cette piste mythique. Oui, en fait, le circuit Paul Ricard, évidemment, c'est la Formule 1, c'est la grande actualité de 2018, mais c'est près de 25 rendez-vous de compétition, à la fois pour le public, mais aussi pour des disciplines très diverses. On a le Bol d'Or, on a le Grand Prix Camion, et on a une multitude de courses de voitures en monoplace, en GT, en superkart. Donc, j'allais dire que tous les sports mécaniques sont représentés cette saison. Et puis, il ne faut pas oublier que le circuit est ouvert près de 300 jours par an. Donc non, il n'y a pas que la Formule 1, même si on est impatient de ce rendez-vous. Les coureurs à pied de la Spartan Race ou encore les cyclistes de l'événement vélo auront l'honneur de concourir sur l'asphalte du circuit Paul Ricard. Sans oublier les camions, spectacle garanti. Ouais, c'est vrai qu'on est toujours fiers, des entrées de spectateurs. Ici au Castellet, on est passé 40 000, donc c'est vrai que pour nous, c'est toujours prestigieux de courir devant un large public. Et c'est un circuit quand même mythique, un super tracé et une infrastructure, une des meilleures de France, je pense. Nouveau tracé, nouvelle piste et désormais nouveau logo. En 2018, le circuit Paul Ricard a décidé de passer à la vitesse supérieure. On termine cette émission côté sport du coup avec Benjamin Simoni. On vient de jouer 9 à 10 du coup pour l'équipe 2. On va débriefer un petit peu les stats. Montre-moi un petit peu comment ça marche. Exactement. Donc là on a un écran global sur tout le match avec le score, le meilleur joueur. On donne des awards au meilleur attaquant, meilleur milieu, meilleur défenseur, meilleure performance physique, quelques petites statistiques et à chaque joueur on attribue une note. Une note est calculée grâce à des pondérations de chacune de ces statistiques. Et ensuite, on peut aller voir sur le profil de chaque joueur ses statistiques. Par exemple, voilà, si on veut voir tes statistiques de jeu, on peut voir que tu as gagné, on peut voir que tu as fait un dribble, 2 actions offensives, 2 tirs, 13 passes, donc 11 réussites de ratés, 16 ballons joués, 8 récupérés, des ballons perdus.
et ensuite on peut voir aussi ton influence de jeu au sein de ton équipe, ta position de balle et l'effort calculé en kilocalories, avec également la personne avec laquelle tu as le plus joué dans ton équipe, donc ton complice, et la bête noire, la personne qui t'a le plus embêté dans l'équipe adverse. Plus les statistiques physiques, la distance parcourue, le temps haute intensité, vitesse moyenne, vitesse de pointe. Donc tout ça est calculé grâce à la chevillère qu'on a du coup pendant tout le match. Exactement. Et que du coup récupère toutes ces données par rapport au ballon, vu qu'on a un capteur également sur le ballon, c'est ça? Exactement. En fait, chaque joueur a une chevillère avec un capteur. Et chaque capteur de joueur communique avec le ballon, ce qui permet de récupérer les informations de jeu pendant le match. Et à la fin du match, on met toutes les données de chaque joueur en commun, on les fait tourner dans les algorithmes et on obtient les statistiques du match et de chaque joueur. Par exemple, tu peux comparer deux joueurs 2 à 2. Donc, si je veux comparer tes performances de jeu avec les miennes, on a juste à glisser. Voilà, parfois c'est un petit peu capricieux. À comparer les deux joueurs et on a une représentation en radar pour les statistiques techniques et une représentation en barre pour les statistiques physiques de chacun des joueurs. Ok. Donc on peut voir la distance parcourue de chacun, la différence, 3,5 km pour moi, 3 km pour toi. Voilà. On voit exactement toutes les statistiques. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup du coup Benjamin, c'était un super match. Voilà, il y a eu 9 à 10, c'était très serré. Merci beaucoup à Nolia qui était également à la caméra et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Côté Sport et surtout n'oubliez pas qu'on a tous un côté sport.